Bonjour mes chéris, je m'appelle Thérèse, j'ai 75 ans, et aujourd'hui je suis venue vous raconter une histoire de ma vie que j'ai gardée pendant très longtemps. Une histoire qui a tout changé. Une histoire sur un téléphone qui sonnait toujours le même jour, à la même heure, et sur le secret le plus douloureux qu'un mari puisse cacher à sa femme. Avant de commencer, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous le pouvez, laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. J'adore savoir qu'il y a des gens de toute la France et même de l'étranger qui suivent ces histoires. Alors allez-y, appuyez sur la clochette, laissez un like et dites-moi, de quelle ville me regardez-vous? Je lis tous les commentaires, vous savez? Maintenant, allons-y. Cette histoire commence en 1972. J'avais 32 ans. J'étais mariée à Auguste depuis 10 ans et nous habitions dans une petite ville de Bretagne. Une petite ville, de celle où tout le monde connaît tout le monde, où on laissait la porte de la maison ouverte, où les enfants jouaient dans la rue jusqu'à la tombée de la nuit. Vous voyez comment c'était? C'était une vie simple, mais c'était une bonne vie. Auguste était représentant commercial. Il travaillait dans le tissu, voyageait dans d'autres villes de la région, vendant aux boutiques, aux couturières. C'était un homme travailleur, responsable, qui n'a jamais laissé manquer quoi que ce soit à la maison. Nous n'étions pas riches, mais nous n'avons jamais manqué de rien non plus. Nous avions notre petite maison à nous, modeste mais bien tenue, avec 3 chambres, un salon, une cuisine et un jardin à l'arrière où je plantais des tomates, de la laitue, des herbes aromatiques. J'étais femme au foyer à cette époque, comme la plupart des femmes mariées. On se levait tôt, on préparait le café, on lavait le linge à la main, on repassait avec le fer à charbon, on cuisinait, on nettoyait, on s'occupait de la maison. Il n'y avait pas de machine à laver, pas de lave-linge automatique, pas toutes ces facilités d'aujourd'hui, tout se faisait à la main. Mais j'aimais ça. J'étais fière d'avoir ma maison propre, mon mari bien soigné, ma routine organisée. Auguste et moi étions heureux. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous n'avions pas d'enfants. J'avais perdu 2 bébés au début de la grossesse, et après cela, je n'arrivais plus à tomber enceinte. C'était une douleur que j'ai portée pendant longtemps, mais Auguste disait toujours que nous étions une famille quand même, juste nous deux. Il était affectueux, attentionné. Tous les dimanches, nous allions à la messe, nous déjeunions chez ma mère ou chez la sienne, nous rentrions à la maison et passions l'après-midi à écouter la radio. Le soir, nous nous asseyions sur le canapé et il me racontait ses voyages de la semaine, ses clients, les villes qu'il visitait. C'était une vie tranquille, une vie prévisible, une vie qui semblait parfaite. Mais en avril 1972, quelque chose a changé. C'était un jeudi. Je m'en souviens parfaitement parce que le jeudi était le jour où Auguste voyageait toujours pour faire sa tournée dans les villes voisines. Il partait de la maison à 7 heures du matin en car, emportant ses valises avec les échantillons de tissu, et ne rentrait que vers 19 heures, tous les jeudis, sans faute. Ce jeudi-là en particulier, j'étais à la maison à faire mes tâches habituelles. Le matin, je m'étais levée tôt, j'avais fait le café, rangé le lit, mis le linge à tremper dans le lavoir. Auguste était parti comme d'habitude, m'avait embrassé sur le front et avait dit qu'il rentrerait le soir. Je restais seule à la maison, comme tous les jeudis. Vers 15 heures, j'étais au fond de la maison, dans le jardin, en train d'étendre le linge sur le fil. Il faisait un beau soleil, mais pas trop chaud. Je me souviens de l'odeur du savon de Marseille sur mes mains, du bruit des vêtements qui claquaient au vent, et soudain le téléphone a sonné. À cette époque, avoir le téléphone chez soi était réservé aux gens qui avaient un peu plus de moyens, vous savez? Nous avions réussi à installer le nôtre depuis environ 5 ans, et c'était une fête quand il sonnait. Chaque fois que le téléphone sonnait, je laissais tout tomber et je courais répondre parce que ça pouvait être une urgence, une nouvelle importante. Alors, quand j'ai entendu le téléphone sonner à l'intérieur de la maison, j'ai laissé le linge mouillé dans la bassine et j'ai couru. Le téléphone était dans le salon, sur une petite table dans un coin près de la fenêtre. C'était un de ces vieux téléphones noirs, à cadran lourd, qui faisait un bruit fort quand il sonnait. Dring, 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 dring. J'ai couru de la cuisine au salon, en essuyant mes mains sur mon tablier. Mais quand je suis arrivée près du téléphone, il a cessé de sonner. Il y avait eu exactement 3 sonneries. Je les ai comptées après, quand j'ai commencé à faire attention. 3 sonneries et il s'est arrêté. Je suis restée là, debout, regardant le téléphone,
sans trop comprendre. J'ai pensé « Ah, ça devait être une erreur ». La personne a abandonné. J'ai pris le combiné quand même. Je l'ai mis à mon oreille. Silence. Pas même de tonalité, rien. L'appel avait été coupé. J'ai reposé le combiné sur son support et je suis retournée au jardin pour finir d'étendre le linge. Je n'y ai pas beaucoup pensé. Ça arrivait parfois, non? Le téléphone sonnait. La personne abandonnait ou c'était un problème de ligne. Normal. Auguste est rentré à la maison ce soir-là. Comme d'habitude, vers 19h passées. Il est arrivé fatigué, avec ses valises lourdes, se plaignant que ça avait été une longue journée. J'ai servi le dîner, du pot-au-feu avec des légumes du jardin, de la salade verte. Nous avons dîné en discutant de sa journée, des ventes, d'un client difficile qu'il avait rencontré. Et puis tout à coup, au milieu de la conversation, il a demandé « Ah, Thérèse, le téléphone a sonné aujourd'hui? Quelqu'un a appelé à la maison ?» J'ai trouvé la question un peu étrange, mais j'ai répondu normalement. Oui, il a sonné vers 15h, mais quand je suis allée répondre, il avait déjà arrêté de sonner. Ça devait être une erreur. Et je vous jure, j'ai vu son expression changer. C'était rapide, mais je l'ai vu. Ses épaules se sont détendues. Il a poussé un petit soupir, presque imperceptible, et a changé de sujet rapidement. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention, mais c'est resté gravé dans un coin de ma tête. Le jeudi suivant, ça s'est reproduit. 15h, j'étais dans la cuisine en train d'éplucher des pommes de terre pour préparer le déjeuner du lendemain. Le téléphone a sonné. Dring, 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 dring. 3 sonneries. J'ai posé le couteau, essuyé mes mains sur le torchon et couru au salon. Mais quand je suis arrivée, le téléphone avait arrêté de sonner à nouveau. J'ai pris le combiné. Silence. Rien. Quelle chose étrange, ai-je pensé. 2 jeudis de suite, même heure. Le soir, Auguste est rentré et à nouveau au milieu du dîner, il a demandé « Le téléphone a sonné aujourd'hui ?» J'ai répondu « Oui, à 15h, exactement comme la semaine dernière, mais il a arrêté de sonner avant que je puisse répondre. » Et à nouveau, j'ai vu. Il s'est détendu, est devenu plus léger, comme s'il s'était débarrassé d'un poids de ses épaules. J'ai commencé à trouver tout cela très étrange. Le 3e jeudi, j'ai fait attention. 15h approchait et j'étais justement près du salon, en train de plier le linge propre sur le canapé. J'ai gardé un œil sur l'horloge murale. Une horloge murale ronde avec de grands chiffres qui faisaient tic-tac. 14h55, 14h58, 14h59, 15h pile. Le téléphone a sonné. Dring. 3 sonneries et il s'est arrêté. J'étais à 2 pas du téléphone. J'ai pris le combiné immédiatement, je l'ai mis à mon oreille. Allô? Silence de l'autre côté. Mais ce n'était pas un silence mort, vous savez? C'était un silence vivant, comme si quelqu'un de l'autre côté retenait sa respiration. Je pouvais sentir qu'il y avait quelqu'un là. Allô, il y a quelqu'un? Rien. Et puis, un clic. La personne a raccroché. Je suis resté là, debout, tenant ce lourd téléphone, le cœur battant. Quelque chose n'allait vraiment pas. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un problème de ligne. C'était fait exprès. Quelqu'un appelait chez moi tous les jeudis à la même heure, laissait sonner exactement 3 fois et raccrochait volontairement. Pourquoi? Le soir, quand Auguste est rentré, il a posé la même question. Le téléphone a sonné aujourd'hui? Et cette fois, j'ai décidé de répondre différemment. Il a sonné et j'ai répondu. Je l'ai vu se figer. La fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Il m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue avant. C'était de la peur. C'était de la peur dans ses yeux. Et c'était qui? Il a demandé en essayant de paraître décontracté, mais sa voix était tremblante. Personne. La personne a raccroché dès que j'ai dit « Allô ». Il a respiré profondément, posé sa fourchette dans son assiette, passé sa main sur son visage. « Ça doit être une plaisanterie », a-t-il dit. Il y a beaucoup de gamins sans vergogne qui font ça, des gens qui n'ont rien d'autre à faire. Mais je connaissais mon mari et je savais quand il mentait. Les semaines ont passé. Tous les jeudis, 15h, le téléphone sonnait 3 fois et s'arrêtait, toujours, sans faute, avec une précision qui en devenait effrayante. J'ai tout essayé.
Un jeudi, je me suis assise dans le salon dès 14h30, avec le téléphone devant moi, juste à attendre. Quand il a sonné, j'ai répondu à la première sonnerie. Allô? De l'autre côté, j'ai entendu une respiration lourde, nerveuse, et puis un clic, ça a raccroché. Un autre jeudi, j'ai essayé de rappeler. À cette époque, certains centraux téléphoniques avaient déjà un système où on pouvait composer un code, je crois que c'était le 331, et ça rappelait le dernier numéro qui vous avait appelé. J'ai composé, ça a sonné, 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 personne n'a répondu. Je suis allée au PTT. J'ai parlé à l'employé, expliqué la situation. Elle a dit qu'il n'y avait pas moyen de tracer des appels comme ça, qu'il fallait que ce soit au moment exact où le téléphone sonnait, et même là, c'était compliqué. Elle a noté ma réclamation, dit qu'elle allait vérifier s'il y avait un problème sur la ligne, mais rien n'a changé. Tous les jeudis, 15 heures, 3 sonneries, et ça s'arrêtait. Ça a duré 6 mois. 6 mois entiers, 24 jeudis de suite. Et tous les jeudis soirs, Auguste rentrait à la maison et demandait « Le téléphone a sonné aujourd'hui ?» Et je voyais le soulagement sur son visage quand je disais que je n'avais pas réussi à répondre. Pourquoi était-il soulagé? Qu'est-ce qu'il ne voulait pas que je découvre? J'ai commencé à faire attention à d'autres détails. Les jeudis soirs, quand il rentrait, Auguste était toujours plus tendu que les autres jours. Il avait des cernes plus marquées, buvait un verre de Calvados avant le dîner, chose qu'il ne faisait jamais les autres jours de la semaine. Il évitait de me regarder dans les yeux quand on parlait. Et après le dîner, il restait silencieux, regardant dans le vide, perdu dans des pensées qu'il ne partageait pas avec moi. J'ai essayé de lui poser des questions, d'engager la conversation, de lui demander si tout allait bien, s'il s'était passé quelque chose au travail, s'il était préoccupé par quelque chose. Il disait toujours que tout allait bien, que c'était juste la fatigue du voyage. Mais je n'étais pas bête. 10 ans de mariage, je connaissais cet homme et je savais qu'il me cachait quelque chose. Le pire, c'est que j'ai commencé à imaginer des choses. Ma tête s'est mise à créer des histoires. Est-ce qu'il avait une maîtresse? Est-ce que tous les jeudis, quand il disait qu'il allait travailler, il retrouvait une autre femme? Et cette femme appelait chez moi juste pourquoi? Pour vérifier si j'étais à la maison, pour provoquer, pour marquer son territoire. Plus j'y pensais, plus je devenais obsédée. J'ai commencé à fouiller dans ses vêtements, cherchant du parfum, du rouge à lèvres, n'importe quel signe. Rien. J'ai commencé à sentir ses chemises quand il rentrait. Rien. Je regardais dans les poches de ses pantalons, cherchant des petits mots, des numéros de téléphone, rien. Mais ce téléphone continuait à sonner. Tous les jeudis, 15 heures, 3 sonneries. Je devenais folle. J'ai commencé à avoir des insomnies. Je restais éveillée la nuit à penser à ça, créant des théories, imaginant des scénarios. J'ai perdu 3 kilos en 2 mois. Ma mère l'a remarqué, m'a demandé si j'étais malade. J'ai menti, dit que j'avais des problèmes d'estomac. Je n'ai rien dit à personne. Je n'ai pas dit à ma mère, je n'ai pas dit à ma sœur, je n'ai pas dit à mes amis. J'avais honte d'admettre que mon mariage parfait n'était peut-être pas si parfait que ça. Honte d'être cette femme, la femme trompée, la femme dupée, la femme qui ne savait pas ce que son propre mari faisait. Et Auguste continuait sa vie normalement. Il partait tous les jeudis matins avec ses valises d'échantillons, rentrait le soir, dînait, dormait comme si rien ne se passait. Jusqu'à ce qu'un soir, je n'en puisse plus. C'était un jeudi, fin octobre 1972. Le téléphone avait sonné l'après-midi, comme toujours. Je n'avais pas réussi à répondre. Le soir, Auguste est rentré, a posé la question habituelle, j'ai donné la réponse habituelle. Et il s'est détendu comme toujours. Nous avons dîné en silence, et après le dîner, quand il s'est assis dans le fauteuil du salon pour écouter les informations à la radio, je me suis assise sur le canapé en face de lui et j'ai dit « Auguste, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. J'ai besoin que tu me dises ce qui se passe. » Il m'a regardé surpris. « Comment ça? De quoi tu parles? Ce téléphone qui sonne tous les jeudis. Tu sais quelque chose à ce sujet? » Il est devenu pâle. J'ai vu la couleur disparaître de son visage. « Thérèse, je t'ai déjà dit, ça doit être une plaisanterie.
Ça doit être des gamins qui n'ont rien à faire. Auguste, ce n'est pas une plaisanterie. Ça fait 6 mois. Tous les jeudis, même heure, 3 sonneries. Ce n'est pas une coïncidence. Et toi, tu es différent tous les jeudis soirs. Tu rentres plus tendu, plus silencieux. Tu bois du calvados, chose que tu ne fais jamais. Et tu demandes toujours si le téléphone a sonné. Pourquoi tu demandes ça? Qu'est-ce que tu me caches? Il a détourné le regard, passé sa main dans ses cheveux et resté silencieux pendant un temps qui a semblé une éternité. Et puis il a dit « Thérèse, tu imagines des choses. Tu deviens paranoïaque avec ce téléphone. Il ne se passe rien. Je demande juste parce que tu mentionnes que le téléphone sonne et que personne ne parle. Alors je suis curieux. C'est tout. » Mais il n'y a rien de grave. Il mentait. Je savais qu'il mentait, mais il n'allait pas me le dire. Pas ce soir-là. Je n'ai presque pas dormi. Je suis restée allongée à côté de lui, l'écoutant ronfler, réfléchissant, planifiant. Le lendemain matin, quand Auguste s'est réveillé, j'étais déjà debout. Le café était prêt, comme toujours. Il a bu son café, s'est préparé, a pris ses valises. C'était vendredi. Il ne voyageait pas le vendredi. Il allait travailler au bureau de l'entreprise en ville. Il m'a embrassé sur le front et est sorti. Et j'ai pris une décision. Le jeudi suivant, je n'allais pas laisser ce téléphone sonner 3 fois sans réponse. Peu importe ce que ça coûterait, j'allais découvrir qui était de l'autre côté de cette ligne. Et j'allais découvrir ce que mon mari me cachait. La semaine suivante a été la plus longue de ma vie. Chaque jour traînait comme s'il durait 48 heures. Je me réveillais, faisais mes tâches ménagères, cuisinais, nettoyais, mais ma tête était toujours sur ce téléphone. Sur ce jeudi qui approchait, sur ces 15 heures. J'avais un plan simple, mais qui me faisait battre le cœur rien que d'y penser. Le mardi, je suis allée chez ma voisine, Madame Leroux, une veuve qui habitait 3 maisons plus bas de chez moi. J'ai inventé une excuse quelconque, dit que j'allais devoir sortir le jeudi après-midi pour régler une affaire à la mairie, et j'ai demandé si elle pouvait garder un œil sur ma maison. Elle a dit oui, que ce n'était pas un problème, mais je n'allais pas sortir. C'était juste pour avoir une excuse au cas où quelqu'un demanderait pourquoi j'étais sortie de la maison. Le mercredi, je suis allée jusqu'à la place centrale de la ville où se trouvait le kiosque à journaux du Père Martin. J'ai acheté un petit carnet, un de ceux à couverture dure bleue, et un stylo. À la maison, j'ai écrit tout ce qui s'était passé jusqu'alors, les dates, les horaires, combien de fois le téléphone avait sonné, les réactions d'Auguste. Je voulais tout avoir noté au cas où j'aurais besoin de prouver quelque chose plus tard. Le jeudi matin, je me suis réveillée avant Auguste. J'ai fait un café bien fort, de ceux qui vous gardent alerte. Mon estomac était noué, je n'ai pas pu manger quoi que ce soit. J'ai juste bu le café amer, sans sucre. Auguste s'est levé vers 6h30, a pris sa douche, s'est habillé, a pris le café avec moi dans la cuisine. Il était plus silencieux que d'habitude. J'ai remarqué qu'il me regardait du coin de l'œil, comme s'il évaluait quelque chose. Quand il a pris ses valises pour sortir vers 7h du matin, il s'est arrêté à la porte et m'a regardé fixement. « Thérèse, tu vas bien? Tu as une drôle de tête. » J'ai forcé un sourire. « Je vais bien. J'ai juste mal dormi cette nuit. Ça doit être la chaleur. » Il est resté à me regarder encore quelques secondes, comme s'il ne me croyait pas, mais ensuite il a haussé les épaules, m'a donné le baiser habituel sur le front et est sorti. Dès que j'ai entendu le portail claquer, j'ai relâché l'air que je retenais. Mes mains tremblaient. J'ai passé toute la matinée à essayer de m'occuper, mais c'était impossible. J'ai lavé la vaisselle du petit déjeuner 3 fois parce que j'oubliais que je l'avais déjà lavée. J'ai balayé la maison 2 fois. Je marchais d'un côté à l'autre comme une poule affolée. Midi est arrivé. J'ai réchauffé le repas du déjeuner. J'avais fait de la blanquette de veau la veille. Je l'ai mise dans l'assiette, mais je n'ai presque rien pu manger. Mon estomac était fermé par l'anxiété. 13h, 14h. Chaque minute passait trop lentement. 14h30, je suis allée à la salle de bain, je me suis lavé le visage à l'eau froide, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'étais pâle, j'avais des cernes violettes, je semblais avoir 10 ans de plus. « Courage, Thérèse », ai-je dit tout bas à mon reflet. « Tu as besoin de savoir la vérité. » 14h45. Je suis allée au salon. Je me suis assise sur la chaise à côté du téléphone.
J'ai regardé l'horloge au mur. L'aiguille des secondes avançait lentement, lentement, lentement. Tic-tac, tic-tac. 14h50. Mes mains transpiraient. Je les ai essuyées sur la jupe de ma robe. 14h55. Mon cœur battait si fort que je pouvais entendre son bruit dans ma poitrine. Boum, 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 boum. 14h58. J'ai posé ma main sur le téléphone. Prête. 14h59. J'ai retenu mon souffle. 15h pile. Le téléphone a sonné. Dring. À la première sonnerie, j'ai arraché le combiné de son support et l'ai mis à mon oreille. Allô. Silence de l'autre côté. Mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence plein, plein de respiration, plein de présence. Il y avait quelqu'un là, quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que je réponde. Allô, qui est-ce? Qui est là? Et puis une voix féminine, basse, tremblante, effrayée. Non, 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 il ne fallait pas répondre. Mon sang s'est glacé. Qui êtes-vous? Pourquoi vous appelez chez moi? Il a dit de ne jamais répondre. Il a dit. La voix était paniquée. C'était une voix de femme, mais elle sonnait étrangement, faible, comme si la personne était très loin ou très malade. Qui a dit? Qui est-il? De quoi parlez-vous? J'ai entendu un sanglot de l'autre côté et puis la ligne a été coupée. Clic. Silence. Je suis resté là, debout, tenant ce lourd téléphone contre mon oreille, écoutant le son mort de la ligne. Mon corps entier tremblait. C'était une femme qui savait que je ne devais pas répondre. Une femme que quelqu'un, probablement Auguste, avait instruite de ne jamais laisser l'appel aboutir si je répondais. Pourquoi? Qui était-elle? Qu'est-ce qui se passait? J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblant si fort que j'ai failli le faire tomber par terre. Je me suis assise sur le canapé parce que mes jambes étaient faibles. J'ai mis mes mains sur ma tête. Il avait une femme qui appelait chez nous et il savait et me le cachait. J'ai commencé à pleurer. Ce n'étaient pas des pleurs bruyants, c'était des pleurs bas, étouffés, de ceux qui font mal dans la poitrine. J'ai pleuré là, seule dans le salon, avec le soleil de l'après-midi entrant par la fenêtre, avec les bruits de la rue dehors, des enfants qui jouaient, un chien qui aboyait, la vie normale qui continuait tandis que la mienne s'effondrait. Combien de temps suis-je restée là? Je ne sais pas. Peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure. Quand j'ai réussi à me lever, je suis allée à la cuisine, je me suis lavé le visage à l'évier, j'ai regardé par la fenêtre, vers le jardin, tout pareil, le linge qui séchait sur le fil, les poules qui picorent, le pommier au fond, mais rien n'était pareil. Plus rien ne serait jamais pareil. Je suis retournée au salon, j'ai regardé le téléphone et j'ai pris une autre décision. J'avais besoin de découvrir qui était cette femme et je savais comment faire. Je suis allée dans la chambre, j'ai pris mon sac à main. Dedans, il y avait le papier où l'employé des PTT avait noté mon numéro de réclamation quelques semaines auparavant. Il y avait aussi le téléphone du central, j'ai composé. Ça a sonné 3 fois avant que quelqu'un réponde. PTT, bonjour. C'était la même employée qu'avant, Madame Dupont, une dame à la voix fatiguée qui connaissait la moitié de la ville. Madame Dupont, c'est Thérèse, la femme d'Auguste. Vous vous souvenez que je suis venue il y a quelques semaines pour me plaindre d'appels étranges? Ah oui, Madame Thérèse, je me souviens, oui. Vous avez réussi à identifier qui c'était? Non, mais aujourd'hui j'ai répondu et j'ai besoin de savoir d'où venait cet appel. C'est possible de vérifier pour moi? Elle a hésité. Écoutez, Madame Thérèse, ce n'est pas vraiment le protocole, vous savez? On ne donne pas habituellement ce genre d'informations. S'il vous plaît. Ma voix est sortie plus désespérée que je ne le voulais. S'il vous plaît, Madame Dupont, j'ai besoin de savoir. C'est très important. Il y a quelque chose de très anormal qui se passe et j'ai besoin de comprendre ce que c'est. Silence de l'autre côté, puis un soupir. D'accord. Donnez-moi quelques minutes. Je vais vérifier dans les registres quel est votre numéro déjà. J'ai donné le numéro. Je l'ai entendu feuilleter des papiers, taper quelque chose. À cette époque, il notait tout à la main, dans de grands registres. Laissez-moi voir ici. Appel reçu aujourd'hui. 15 heures, n'est-ce pas? C'est ça, exactement 15 heures. Plus de bruit de papier. Mon cœur battait vite. Trouvé. L'appel venait de... Attendez,
Quel numéro bizarre. C'est un numéro de centrale interurbain. Laissez-moi voir d'où c'est. J'ai attendu. Chaque seconde était une éternité. Voilà. L'appel venait du central de Rennes. Et d'après le code, il a été fait depuis un téléphone public institutionnel. Institutionnel ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas un téléphone public ordinaire de rue, c'est celui d'une institution, hôpital, école, préfecture, ce genre de choses. Ils ont des téléphones publics internes pour les appels des patients, des employés. Hôpital. Le mot est tombé dans ma tête comme une pierre. Vous pouvez savoir de quelle institution exactement ? Non, ça je ne peux pas, Madame Thérèse. On n'a que le code du central. Pour savoir exactement d'où, il faudrait aller là-bas à Rennes et vérifier au central de là-bas. Désolé, c'est le maximum que je puisse faire. Non, c'est bon. Ça a déjà beaucoup aidé. Merci beaucoup, Madame Dupont. J'ai raccroché. Rennes, hôpital, Auguste passait par Rennes tous les jeudis. Il disait toujours que c'était le dernier arrêt de sa tournée avant de rentrer à la maison. Il y restait de 14h à 17h environ, visitant des clients, ou du moins c'est ce qu'il disait. Je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert l'armoire, j'ai pris la boîte à chaussures où je gardais de l'argent. C'était l'argent des courses du mois qui avait été économisé, quelques billets que j'économisais ici et là. J'ai compté. Il y avait 42 francs. Ce n'était pas beaucoup, mais ça suffisait pour ce dont j'avais besoin. J'ai regardé l'horloge. 16h30. Auguste rentrerait à la maison vers 19h, comme toujours. J'avais 2h30. J'ai mis une jupe propre, un chemisier, j'ai attaché mes cheveux en chignon, j'ai passé un peu de poudre de riz sur le visage pour cacher ma pâleur. J'ai mis mes bonnes sandales, pris mon sac, l'argent, et je suis sorti de la maison. La gare routière de la ville était toute petite. Elle n'avait que 2 quais. J'y suis arrivé presque en courant. Je suis allé directement au guichet. Il y a encore un quart pour Rennes aujourd'hui ? Le jeune homme a regardé son papier. Oui, madame. Il part dans 20 minutes à 17h. Il arrive à Rennes vers 19h. 19h. Auguste arriverait à la maison à la même heure, mais je n'y serai pas. Combien coûte le billet ? 12 francs. J'ai payé. J'ai pris le billet. Je me suis assise sur le banc de la gare routière pour attendre. 20 minutes n'ont jamais duré aussi longtemps. Quand le car est arrivé, je suis montée. C'était un vieux car, de ceux avec des bancs en bois qui tressautaient beaucoup. Je me suis assise près de la fenêtre. Le car s'est rempli. Il y avait environ 10 personnes au total. Des gens qui rentraient du travail, des gens qui allaient rendre visite à de la famille. À 17h pile, le car est parti. Je regardais par la fenêtre. La ville disparaissait derrière. La route de campagne, les champs des 2 côtés, le ciel qui commençait à prendre cette couleur orangée de fin d'après-midi. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire en arrivant à Rennes. Je ne savais même pas si j'allais réussir à trouver quelque chose, mais je devais essayer, je devais comprendre. Pendant tout le trajet, je répétais dans ma tête ce que j'allais dire, comment j'allais chercher, par où commencer. Hôpital. L'appel était venu d'un hôpital. Combien d'hôpitaux y avait-il à Rennes ? 2 ? 3 ? Le car a tressauté pendant plus de 2 heures sur cette route. Quelques personnes sont descendues dans de petites villes en chemin. D'autres sont montées. Je suis restée là, silencieuse, regardant par la fenêtre, perdue dans mes pensées. Quand le car est entré dans Rennes, il faisait déjà nuit. Les lumières de la ville s'allumaient. C'était une ville plus grande que la mienne, plus animée. Il y avait encore des commerces ouverts, des gens dans la rue, des voitures qui passaient. Le car s'est arrêté à la gare routière centrale. Je suis descendue. Je suis restée là, debout sur le trottoir, un peu perdue, sans savoir où aller. Il y avait un kiosque à journaux encore ouvert. J'y suis allée. « Monsieur, excusez-moi de vous déranger. Vous pouvez me dire combien d'hôpitaux il y a ici en ville ?» Le marchand de journaux, un homme d'âge moyen avec une moustache grisonnante, s'est gratté la tête. « Écoutez, il y a l'Hôtel-Dieu, qui est le plus grand, il est là-haut sur l'avenue. Il y a l'hôpital Saint-Vincent, qui est un peu plus loin, et il y a Saint-Yves. Mais celui-là est bien, celui-là est différent. » Différent comment ? Il a baissé le ton comme s'il racontait un secret. « C'est l'hôpital psychiatrique, vous savez, où on interne les gens qui ont des problèmes de tête. Il est un peu à l'écart de la ville, du côté de la sortie vers Saint-Malo. Hôpital psychiatrique.
quelque chose en moi s'est serré. Une intuition, une mauvaise sensation. Et comment je fais pour y aller? Vous allez rendre visite à quelqu'un? Écoutez, je crois que l'heure des visites est déjà passée, hein? Ils sont très stricts avec les horaires. Je veux juste voir l'endroit, savoir où c'est. Il m'a regardé avec une expression étrange, mais il a indiqué. Prenez cette rue là-bas, continuez tout droit jusqu'au bout, tournez à gauche sur l'avenue principale et continuez encore 15 minutes à pied environ. C'est un grand bâtiment, grisâtre, il y a un haut mur autour, on ne peut pas le manquer. J'ai remercié. J'ai commencé à marcher. Rennes, la nuit, était belle. Il y avait de grands arbres sur les trottoirs, des maisons éclairées, le son de la radio qui sortait des fenêtres. Mais je ne faisais attention à rien de tout cela. Je marchais juste, je marchais. 15 minutes plus tard, j'ai vu le bâtiment. Il était exactement comme le marchand de journaux l'avait décrit. Grand, gris, un haut mur autour, avec des grilles en fer au portail. Il y avait une plaque à l'entrée. Hôpital psychiatrique Saint-Yves. Je suis resté de l'autre côté de la rue, à regarder. C'était un endroit triste. On pouvait voir quelques fenêtres éclairées à l'étage supérieur, des barreaux aux fenêtres. Tout très calme, très fermé. Pourquoi un appel était-il parti de là? Pourquoi tous les jeudis, à 15 heures, quelqu'un de cet hôpital appelait-il chez moi? J'ai traversé la rue. Je me suis approché du portail. Il y avait un gardien dans une petite guérite sur le côté. J'ai respiré profondément et je suis entré. Le gardien m'a vu et s'est levé. « Bonsoir, madame. Je peux vous aider? Bonsoir. Je suis venu. J'ai besoin de parler à quelqu'un. » Il a regardé sa montre. « Écoutez, l'heure des visites est déjà terminée. C'est seulement demain à nouveau, de 14 à 17 heures. Non, ce n'est pas une visite. J'ai besoin de parler à quelqu'un de l'administration. C'est important. » Il m'a regardé avec méfiance. « À quel sujet ?» J'ai réfléchi vite. C'est à propos d'une patiente, Hélène. J'ai besoin de savoir s'il y a une patiente ici qui s'appelle Hélène. Je ne sais pas d'où ce nom est venu. Il est sorti de ma bouche sans que j'y pense. Mais au moment où je l'ai dit, j'ai su que j'avais trouvé juste. Le gardien a froncé les sourcils. « Madame, je ne peux pas donner d'informations sur les patients. C'est confidentiel. Si vous voulez savoir quelque chose sur quelqu'un, il faut venir aux heures normales et parler à l'administration. S'il vous plaît. » Ma voix a tremblé. « S'il vous plaît, c'est très important. J'ai juste besoin de savoir si elle est ici. C'est tout. » Il a soupiré. Il a regardé sur le côté, comme s'il vérifiait si quelqu'un regardait. « Écoutez, ma petite dame, je ne devrais pas faire ça. Mais vous avez l'air d'une brave personne. Laissez-moi voir ici dans le registre. » Il est retourné à la guérite, a pris un grand classeur, a commencé à feuilleter. Hélène. Hélène quoi? Le nom de famille? J'ai figé. Je ne connaissais pas le nom de famille, je ne savais même pas si c'était vraiment Hélène. Je ne connais pas le nom de famille, mais elle a environ 35 ans, plus ou moins. Il a continué à regarder. Il y a une Hélène ici, oui. Hélène Forestier-Martin, 36 ans, internée depuis, oh là là, depuis 1960. Ça fait 12 ans. 12 ans. Le sol a tourné sous mes pieds. 12 ans, c'était exactement le temps que je connaissais Auguste. On s'était connus en 1960, on s'était fiancés en 61, mariés en 62. Vous êtes de sa famille? Je n'ai pas réussi à répondre. Les larmes ont commencé à couler toutes seules. Le gardien s'est senti mal à l'aise. Ma petite dame, vous allez bien? Vous voulez vous asseoir un peu? J'ai secoué la tête, essuyé mon visage avec le dos de ma main. Merci. Merci pour l'information. Je suis parti de là en chancelant. J'ai traversé la rue. Je me suis assise sur le bord du trottoir sous un arbre et j'ai laissé les larmes couler. Hélène, une femme appelée Hélène, était internée dans cet endroit depuis 12 ans et elle appelait chez moi tous les jeudis. Qui était-elle? Qu'était-elle pour Auguste? Et pourquoi? Pourquoi ne m'avait-il jamais rien dit? Je suis restée assise sur ce trottoir pendant combien de temps je ne saurais dire. Ça aurait pu être 10 minutes, ça aurait pu être 1 heure.
le temps a cessé d'avoir un sens. Les lumières de la rue se sont allumées une à une. Des voitures passaient. Des gens marchaient sur le trottoir. Certains me regardaient avec curiosité, d'autres ne remarquaient même pas. J'étais là, une femme de 32 ans, assise par terre, pleurant seule dans une ville qui n'était pas la mienne. Hélène Forestier-Martin, 36 ans, internée depuis 12 ans. Le nom tournait dans ma tête sans arrêt. Forestier-Martin. Ce n'était pas le nom de famille d'Auguste. Son nom de famille était Legrand. Auguste Legrand. Alors, qui était-elle? Cousine? Amie d'enfance? Ou mon estomac s'est retourné rien que d'y penser? Était-ce une maîtresse? Quelqu'un qui l'aimait et qui était devenue folle? Et il l'avait internée ici, loin de tout, et continuait à garder contact à travers ses appels silencieux? Non, ça n'avait pas de sens. Si c'était une maîtresse, pourquoi appellerait-elle chez moi? Pourquoi le laisserait-il faire? Pourquoi créer ce système étrange de 3 sonneries? Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, une pièce qui manquait. Je me suis levée du sol, j'ai nettoyé ma jupe qui s'était salie de terre, j'ai respiré profondément. Je devais entrer dans cet hôpital. Je devais parler à cette Hélène. Je devais la regarder dans les yeux et comprendre ce qui se passait. Mais le gardien avait dit que les visites étaient seulement de 14 à 17 heures. Il était déjà plus de 20 heures. J'ai regardé le bâtiment gris de l'autre côté de la rue. Quelques fenêtres avaient encore de la lumière allumée. On pouvait entendre très faiblement un son venant de l'intérieur. Ce n'était pas des cris. C'était un murmure constant, comme si des dizaines de personnes parlaient toutes seules en même temps. J'ai eu un frisson. J'ai commencé à marcher de retour vers le centre-ville. Je devais trouver un endroit pour passer la nuit. Je n'avais pas d'argent pour un hôtel. Les 30 francs qui restaient suffisaient à peine pour la nourriture et le billet de retour. J'ai marché jusqu'à trouver une place avec des bancs. Je me suis assise. La nuit était douce, il ne faisait pas froid. Quelques personnes dormaient sur d'autres bancs, des sans-abri, des travailleurs qui avaient raté le dernier quart. Je suis restée là toute la nuit. Je n'ai pas réussi à dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage d'Auguste. J'entendais cette voix féminine au téléphone disant « Il ne fallait pas répondre ». À l'aube, une vieille femme qui vendait du café est passée sur la place avec un chariot. J'ai acheté un petit gobelet, 50 centimes. Le café était faible et tiède, mais il m'a donné un peu d'énergie. Le soleil a commencé à se lever vers 6 heures du matin. La ville s'est réveillée peu à peu, les commerces qui ouvraient, les gens qui allaient travailler, les cars qui passaient. Je suis allée jusqu'à un café qui avait ouvert tôt. Il y avait un téléphone public sur le mur. J'ai mis une pièce. J'ai composé le numéro de ma maison. Ça a sonné, sonné, sonné. Auguste a répondu. Sa voix était désespérée. « Allô, Thérèse ? Thérèse, c'est toi ?» J'ai raccroché sans rien dire. Au moins maintenant, il savait que j'étais vivante. Probablement qu'il était rentré hier soir et ne m'avait pas trouvée. Il devait être fou d'inquiétude. Eh bien, qu'il le reste. J'ai acheté un croissant au café, 1,50 francs, je l'ai mangé lentement en le faisant durer. J'ai erré dans la ville jusqu'à 14 heures. Il semblait que le temps ne passait jamais. Je suis entrée dans une église, je me suis assise sur un banc au fond, j'ai fait semblant de prier. En réalité, j'attendais juste. À 13h30, je n'en pouvais plus. Je suis retournée à pied jusqu'à l'hôpital. J'y suis arrivée vers 13h30. Le portail était ouvert. Le gardien était un autre, pas le même que la nuit précédente. Un homme plus jeune, avec un air ennuyé. Je suis entrée sans qu'il demande quoi que ce soit. J'ai traversé le portail, monté les marches de l'entrée principale. La porte d'entrée était ouverte. Je suis entrée. L'odeur m'a frappée en premier. C'était une odeur de désinfectant mélangée à quelque chose de pire. Quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Urine, moisissure, désespoir. Le couloir était long, avec un sol en ciment gris. Les murs étaient verts d'eau, écaillés. Il y avait quelques portes fermées des deux côtés. Au fond, un escalier. Une femme en uniforme blanc est apparue par une des portes. Elle m'a vue et a froncé les sourcils. « Vous venez rendre visite à quelqu'un » ? « Oui. »« Je viens voir Hélène Forestier-Martin. » Elle m'a regardé de haut en bas. « Vous êtes de la famille ?» J'ai réfléchi vite.
Je suis sa cousine. Elle a pris un porte-bloc qui était sur une petite table à côté. Votre nom complet? Marie-Jeanne. J'ai menti. Je ne sais pas pourquoi j'ai menti. Peut-être parce que j'avais peur que si je donnais mon vrai nom, ils préviennent Auguste d'une façon ou d'une autre. Elle a noté. Pièce d'identité? Je l'ai oubliée chez moi. Elle a soupiré, irritée. Vous savez qu'il faut apporter une pièce d'identité, n'est-ce pas? La prochaine fois, vous ne pourrez pas entrer sans pièce d'identité. D'accord. Excusez-moi. Elle a rangé le porte-bloc. Aile des femmes, 2e étage. Montez l'escalier là-bas au fond. Tournez à gauche. Il y aura une autre infirmière là-haut qui vous emmènera jusqu'à elle. L'heure des visites se termine à 17h pile. Si vous êtes en retard, vous devrez attendre la semaine prochaine. Merci. J'ai monté l'escalier. Chaque marche semblait peser une tonne. Au 2e étage, le couloir était encore pire. Il y avait une dizaine de portes de chaque côté, toutes avec un petit Judas en verre. Je pouvais voir des silhouettes bouger à l'intérieur. Une infirmière plus âgée était assise à une table au milieu du couloir. « Bonjour. Je viens rendre visite à Hélène Forestier-Martin. » Elle s'est levée sans rien dire, a pris un trousseau de clés, a marché jusqu'à une porte au bout du couloir, l'a déverrouillée. 15 minutes. Elle a ouvert la porte. C'était une petite chambre, des murs blancs, un lit en fer, une fenêtre avec des barreaux, une chaise, et assise sur le lit, une femme. Elle était maigre, très maigre. Les os de son visage ressortaient trop. Cheveux châtain courts, un peu emmêlés. Yeux enfoncés, avec des cernes violettes, peau pâle, comme si elle n'avait pas vu le soleil depuis des années. Elle portait une chemise de nuit grise d'hôpital. Elle était pieds nus, les pieds étaient sales. Quand elle m'a vue, elle n'a pas réagi. Elle est juste restée à regarder avec une expression vide. L'infirmière a fermé la porte derrière moi. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Je suis restée là, près de la porte, sans savoir quoi faire. Hélène. Elle a cligné des yeux, a continué à regarder. Je m'appelle Thérèse. J'ai besoin de vous parler. Rien. Je me suis approchée lentement. Je me suis assise sur la chaise, près du lit. De près, elle semblait encore plus fragile. Elle avait des marques violettes sur les bras, des marques d'injection, des marques de contention. Hélène, vous m'avez appelé hier, à 15h. Vous avez appelé chez moi. Pour la première fois, elle a réagi. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Sa respiration est devenue plus rapide. Vous avez répondu? Sa voix était rauque, comme si elle ne parlait pas beaucoup. J'ai répondu. Et vous avez dit qu'il ne fallait pas répondre. Pourquoi? Pourquoi vous appelez tous les jeudis? Elle a commencé à se balancer d'avant en arrière doucement. Un mouvement répétitif, presque hypnotique. Les 3 sonneries. Les 3 sonneries. Il a promis les 3 sonneries. Qui a promis? Auguste. Quand j'ai dit son nom, elle a arrêté de se balancer. Elle m'a regardé droit dans les yeux pour la première fois. Vous connaissez mon frère? Le monde s'est arrêté. Frère. Elle avait dit frère. Auguste? Auguste est votre frère? Elle a hoché la tête lentement. Auguste est mon frère aîné. Il s'occupait de moi. Avant que je vienne ici. Il s'occupait de moi. Ma tête tournait. Auguste avait une sœur. Une sœur qu'il n'avait jamais mentionnée. Une sœur internée dans un hôpital psychiatrique depuis 12 ans. Hélène, pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle a recommencé à se balancer, les yeux sont redevenus distants. Ma tête a commencé à faire du bruit. J'avais 15 ans. J'entendais des voix, je voyais des choses que personne d'autre ne voyait. Ma mère avait peur, mon père était en colère, il disait que j'étais possédée, qu'il y avait le diable. Ils m'ont emmenée chez le curé. Le curé a jeté de l'eau bénite, mais ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait jamais. Elle parlait comme si elle récitait quelque chose qu'elle avait répété 1000 fois, comme si c'était une histoire qu'elle se racontait à elle-même pour ne pas oublier qui elle était. Mon père est mort, crise cardiaque. Ma mère n'a pas supporté de rester seule avec moi. Elle avait peur. Tout le monde avait peur. Mon frère avait 21 ans. Il a essayé de m'aider, mais les voix devenaient plus fortes. Je criais, je cassais des choses, je n'arrivais pas à m'arrêter.
Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Ma mère m'a amenée ici. Elle a dit que c'était juste pour un temps, jusqu'à ce que j'aille mieux, mais elle n'est jamais revenue. Elle est morte 6 mois après. Attaque cérébrale. Mon frère est resté seul. Il venait de se fiancer. Mon estomac s'est serré. Fiancé à qui? Elle m'a regardé. Je ne connais pas le nom, il n'a jamais dit, mais je sais que sa famille ne voulait pas qu'il ait une sœur folle. Elle ou lui, il devait choisir. Les larmes maintenant étaient aussi les miennes. Et il l'a choisie elle. Hélène a hoché la tête. Il est venu ici une fois. Après s'être marié, il a pleuré, demandé pardon, dit qu'il ne pouvait pas me sortir d'ici, dit qu'il n'en avait pas les moyens, que sa femme ne pouvait pas savoir, que sa famille, à elle, était importante, mais il a dit qu'il ne m'oublierait jamais. Elle a levé sa main tremblante et a pointé le mur. Il a créé un code. Tous les jeudis, 15 heures, il allait appeler le téléphone du couloir, il allait laisser sonner 3 fois. C'était le signal qu'il était vivant, qu'il se souvenait de moi. Je devais être près du téléphone à cette heure-là, mais je ne pouvais jamais répondre, juste entendre les 3 sonneries, parce que si quelqu'un répondait, on pourrait découvrir, on pourrait le dire à sa famille, on pourrait tout gâcher. Ma voix est sortie dans un murmure. « Et vous faites ça depuis 12 ans? Vous attendez que le téléphone sonne tous les jeudis? C'est la seule chose qui me maintient. Ça me maintient saine d'esprit, de savoir qu'il existe encore, qu'il n'est pas mort, que quelqu'un là dehors se souvient encore que j'existe. » Elle a recommencé à se balancer, mais hier vous avez répondu et j'ai eu peur. Peur qu'il soit en colère, peur qu'il arrête d'appeler, peur de perdre les 3 sonneries. Je n'arrivais pas à parler. J'avais un nœud dans la gorge qui empêchait les mots de sortir. Auguste avait abandonné sa propre sœur, avait choisi le mariage, m'avait choisi moi et l'avait laissé ici dans cet endroit horrible pendant 12 ans et me l'avait caché. Il avait construit toute une vie en mentant. Il avait créé ce système cruel de 3 sonneries pour apaiser sa conscience, mais sans rien faire de vrai pour l'aider. Hélène, comment c'est ici? Comment il vous traite? Elle m'a regardé avec ses yeux enfoncés et tristes. Vous voulez savoir la vérité? J'ai hoché la tête. C'est un enfer. Il nous drogue. Des injections tous les jours, des médicaments qui nous rendent molles, lentes. Il y a des gens attachés au lit. Il y a des gens qui crient toute la nuit. La douche est glacée 1 fois par semaine. La nourriture est une bouillie sans goût. Il y a eu une femme qui est morte le mois dernier. Pneumonie. Elle est restée 3 jours à crier de fièvre. Personne n'a rien fait. Elle a relevé la manche de sa chemise de nuit. Il y avait des hématomes sur ses bras. Quand on s'agite, ils nous font une piqûre. Parfois, ils nous attachent. Il y a une salle au 1er étage, la salle d'isolement. Quand quelqu'un va très mal, ils le mettent là. C'est sombre, froid. J'y ai été 4 fois. Je pleurais ouvertement maintenant. Hélène, depuis combien de temps vous n'êtes pas sortie de cette chambre? 2 ans. Avant, je pouvais aller dans la cour, 10 minutes par jour, mais j'ai eu une crise. J'ai essayé d'escalader le mur. Depuis, je reste ici 24 heures sur 24. Je sors seulement pour me laver et pour aller aux toilettes. J'ai regardé autour de moi, cette chambre minuscule, sans rien. Juste un lit, une chaise, une fenêtre avec des barreaux où entrait à peine la lumière. C'était ça la vie de la sœur de mon mari. Et il savait. Il savait et ne faisait rien. Hélène, vous avez d'autres visiteurs à part moi? Elle a secoué la tête. Personne ne vient jamais, seulement vous. Vous êtes la première personne depuis combien d'années? 3, 4? J'ai perdu le compte. J'ai pris sa main. Elle était glacée et osseuse. Je vais vous sortir d'ici. Elle m'a regardé comme si j'avais parlé chinois. On ne peut pas. Personne ne peut me sortir. Seule la famille peut signer la sortie. Et mon seul parent, c'est mon frère. Et il ne signera pas. Il ne peut pas. Sa femme ne peut pas savoir. Je suis sa femme. Le silence qui est tombé a été assourdissant. Hélène m'a regardé. M'a vraiment regardé pour la première fois. Elle a étudié mon visage, mes yeux, comme si elle voyait une apparition. Vous êtes elle, la femme qu'il a choisie à ma place? J'ai hoché la tête, les larmes coulant. Je ne savais pas, Hélène, je vous jure, je ne savais rien. Il ne m'a jamais parlé de vous, n'a jamais dit qu'il avait une sœur. J'ai découvert hier, quand j'ai répondu au téléphone et que vous avez parlé.
Elle a commencé à trembler. Elle a retiré sa main de la mienne. « Vous devez partir. S'il découvre que vous êtes venu ici, s'il découvre que vous savez, qu'est-ce qu'il va faire? M'enfermer ici, moi aussi. » La question est sortie plus amère que je ne le voulais. Hélène s'est recroquevillée sur le lit. Il a fait un choix. Il fait toujours le bon choix pour lui. Il m'a choisi jusqu'à mes 15 ans. Après, il vous a choisi vous. Il va choisir encore, et ce ne sera ni moi, ni vous. Ce sera lui. Toujours lui. Il y avait tellement de vérité dans ces mots que ça m'a fait physiquement mal. La porte s'est ouverte. La vieille infirmière était là. Les 15 minutes sont finies. Juste encore un petit peu, s'il vous plaît. C'est fini. Sortez. Je me suis levée de la chaise. J'ai regardé Hélène une dernière fois. Je reviendrai. Je promets. Elle n'a pas répondu, elle a juste recommencé à se balancer, regardant le mur, les sonneries invisibles d'un téléphone qui ne sonnait que dans sa tête maintenant. Je suis sortie de cette chambre le cœur brisé. J'ai descendu l'escalier, traversé le couloir, suis sortie de l'hôpital. Le soleil de l'après-midi était fort, chaud. Le monde dehors continuait normalement. Des voitures passaient, des oiseaux chantaient, mais rien n'était normal, plus rien ne le serait jamais. J'ai pris le car de retour pour ma ville. Pendant tout le trajet, je suis restée à regarder par la fenêtre, sans rien voir vraiment. Quand je suis arrivée, il faisait déjà nuit. Je suis allée directement à la maison. Auguste était assis dans le salon, la tête dans les mains. Quand il m'a vue entrer, il a bondi de sa chaise. « Thérèse, Dieu merci, où étais-tu? Je t'ai cherchée toute la journée. Je suis allée chez ta mère, chez ta sœur, chez les voisines. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. J'étais sur le point d'appeler la police. J'ai posé mon sac sur la table, je l'ai regardé. J'étais à Rennes. Il est devenu blanc. Tu y es allé? J'y suis allée. J'ai rencontré ta sœur, Hélène. Il a chancelé, s'est appuyé au mur pour ne pas tomber, et alors, finalement, après 12 ans de mensonges, il s'est effondré. Auguste s'est laissé glisser le long du mur jusqu'à se retrouver assis par terre. Il a couvert son visage de ses mains et a commencé à sangloter. C'étaient des sanglots forts, désespérés, de quelqu'un qui avait porté quelque chose de trop lourd pendant trop longtemps et qui finalement l'avait lâché par terre. Son corps entier tremblait. Je suis restée là, debout, regardant cet homme avec qui j'avais partagé un lit pendant 10 ans. Cet homme que je croyais connaître, pleurer comme un enfant sur le sol de notre salon. Je n'ai pas ressenti de pitié. Non, pas immédiatement. C'était de la colère, une colère qui montait de l'estomac et brûlait la gorge. Lève-toi de là et raconte-moi tout depuis le début. Il a continué à pleurer pendant quelques minutes encore, puis il a essuyé son visage avec le dos de sa main, s'est traîné jusqu'au canapé, s'est assis. Il est resté courbé, regardant le sol, les coudes appuyés sur les genoux. Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui, bien loin. Je ne voulais pas être près. Parle. Il a respiré profondément. Sa voix est sortie rauque, brisée. Hélène, elle a 4 ans de moins que moi. Quand nous étions enfants, nous étions très proches. Je m'occupais d'elle, je la protégeais à l'école, on jouait ensemble. Je lui apprenais à faire du vélo, à grimper aux arbres. Elle était la meilleure partie de mon enfance. Il a passé sa main dans ses cheveux, tirant fort, comme s'il voulait les arracher. Quand elle a eu 15 ans, quelque chose a changé. Elle a commencé à entendre des choses, à voir des choses. Elle se réveillait au milieu de la nuit en hurlant. Elle disait qu'il y avait des gens dans sa chambre, mais il n'y avait personne. Elle passait des heures à parler toute seule. Ma mère était terrifiée. Mon père pensait que c'était des caprices. Il la battait quand elle commençait à crier. Il disait qu'elle avait le diable. Sa voix devenait de plus en plus basse. Nous l'avons emmenée chez le médecin de la ville. Il a dit que c'était quelque chose dans la tête, qu'il n'y avait pas de remède, qu'il fallait l'interner avant qu'elle se fasse du mal à elle-même ou aux autres. Ma mère n'a pas voulu y croire. Nous l'avons emmenée chez un prêtre. Le prêtre a fait un exorcisme, a jeté de l'eau bénite, a prié pendant des heures. Ça n'a servi à rien. Hélène ne faisait qu'empirer. Il m'a regardée pour la première fois. Ses yeux étaient rouges, gonflés. «
Et puis mon père est mort, crise cardiaque. C'était soudain, d'une heure à l'autre. J'avais 20 ans. J'ai dû tout assumer, faire vivre la maison, m'occuper de ma mère, m'occuper d'Hélène. Mais Hélène était impossible. Elle avait des crises violentes, cassait des choses, se faisait du mal. Une fois, elle a pris un couteau et s'est mise à se couper le bras, disant qu'elle devait enlever les insectes qui étaient sous sa peau. Il a recommencé à pleurer. Ma mère n'a pas supporté. Elle pleurait toute la journée, ne dormait pas la nuit, de peur qu'Hélène fasse quelque chose. Et un jour, elle m'a dit « Ou tu fais interner ta sœur, ou je me tue ». Elle a dit ça en me regardant droit dans les yeux, et je savais qu'elle parlait sérieusement. « Alors tu l'as fait interner ?» Je l'ai fait interner. Je l'ai emmenée à l'hôpital de Rennes. Elle m'a supplié. Elle m'a supplié de ne pas la laisser là-bas. Elle s'est accrochée à moi, criant qu'elle allait aller mieux, qu'elle allait arrêter d'entendre les voix, mais je l'ai laissée. J'ai signé les papiers et je suis sortie de là pendant qu'elle criait mon nom. Il s'est courbé encore plus, la tête presque aux genoux. 6 mois plus tard, ma mère a eu une attaque cérébrale. Elle est morte à l'hôpital et je suis restée seule à 21 ans. Seule au monde, portant la culpabilité d'avoir abandonné ma sœur. Mais tu n'étais pas seule. Tu étais fiancée avec moi. Il a hoché la tête. Je l'étais. On avait commencé à se fréquenter depuis 2 ans. Tu étais tout ce que je voulais. Belle, éduquée, de bonne famille. Tes parents m'aimaient bien. Ta mère disait que j'étais un bon parti, travailleur, responsable. Tout allait bien jusqu'à ce que ta famille découvre pour Hélène. Ta mère a découvert. Je ne sais pas comment. Je pense que quelqu'un de ma vieille famille a fait un commentaire quelconque. Elle est venue me chercher un jour. Elle m'a appelé pour discuter et elle m'a dit clairement « Ma fille n'épousera pas un homme qui a une sœur folle internée. C'est une tare du sang, ça passe aux enfants. Ou tu oublies que cette sœur existe ou il n'y a pas de mariage. » Il a essuyé son visage à nouveau. J'ai essayé d'argumenter. J'ai dit qu'Hélène était soignée, qu'elle allait aller mieux, qu'un jour elle pourrait sortir. Ta mère a ri à ma figure. Elle a dit que les gens comme ça ne vont jamais mieux, que ça devient un poids pour le reste de la vie. Et elle m'a donné 1 semaine pour décider. Et tu as décidé. J'ai décidé. Sa voix est sortie dans un murmure de honte. J'avais 21 ans. J'étais amoureux de toi. Je ne voulais pas te perdre. Et Hélène. Hélène était déjà là-bas. Elle était déjà prise en charge. Elle avait un toit, de la nourriture, des médicaments. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus? La colère que je ressentais a augmenté. Qu'est-ce que tu pouvais faire de plus? Tu aurais pu choisir ta sœur? Tu aurais pu rompre avec moi? Tu aurais pu être honnête? Je sais, mais j'étais lâche. J'étais égoïste. Je voulais les 2 choses, toi et la conscience tranquille. Alors j'ai créé ce système idiot des 3 sonneries. Il m'a regardé avec une expression de désespoir. Je suis allée la voir une fois avant qu'on se marie. J'ai tout raconté. J'ai dit que j'allais me marier, mais que je ne l'oublierai jamais. J'ai promis que j'enverrais de l'argent tous les mois à l'hôpital. J'ai promis que j'appellerais toutes les semaines pour savoir si elle allait bien. Et j'ai créé ce code. Tous les jeudis, 15 heures, j'appelais et laissais sonner 3 fois pour qu'elle sache que j'étais vivant, pour qu'elle sache que quelqu'un se souvenait encore d'elle, et tu as fait ça pendant 12 ans. Je l'ai fait tous les jeudis, sans faute. Toutes les semaines, quand j'allais à Rennes faire ma tournée, je passais devant l'hôpital. Je n'entrais jamais, mais je passais. Et à 15 heures pile, j'allais à une cabine téléphonique et j'appelais. 3 sonneries, je raccrochais et je continuais ma vie comme si de rien n'était. Il m'a regardé avec des yeux suppliants. Mais j'envoyais de l'argent, Thérèse. Tous les mois, je mettais de côté une partie de ce que je gagnais et je l'envoyais à l'hôpital. Pour payer son internement, ses médicaments, les choses dont elle avait besoin. Je ne l'ai jamais complètement abandonnée. De l'argent? Le mot est sorti avec mépris. Tu envoyais de l'argent comme si ça compensait, comme si ça effaçait le fait que tu as laissé ta propre sœur pourrir dans un asile pendant 12 ans pour pouvoir garder ton mariage parfait, ta vie parfaite, ton mensonge parfait. Je sais qu'il n'y a pas d'excuse. Je sais que j'ai été horrible, mais je ne savais pas quoi faire. J'étais coincée. Si je te disais, ta famille t'aurait fait rompre avec moi. Si je la sortais de là,
Ta famille l'aurait découvert. J'étais coincé. Tu étais coincé? Je me suis levé du fauteuil, tremblant de colère. Hélène, elle était coincée dans une chambre de 3 mètres carrés pendant des années, droguée, battue, seule, et toi tu avais l'audace de te sentir coincé. Il a baissé la tête. Tu as raison. Pardon. Pardon n'est même pas le mot juste. Il n'y a pas de mot juste pour ce que j'ai fait. Je suis resté là debout, à le regarder. Cet homme que je croyais connaître, cet homme qui dormait à côté de moi toutes les nuits, cet homme qui m'embrassait, qui me prenait dans ses bras, qui me disait qu'il m'aimait. Combien de fois m'avait-il dit qu'il m'aimait en portant ce secret? Combien de fois avait-il souri pour moi pendant que sa sœur dépérissait derrière des barreaux? Tu m'as trompé. Pendant 10 ans. Tu m'as trompé. Tu as vécu avec moi. Tu as construit une vie avec moi, tout basé sur un mensonge. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Mon amour pour toi a toujours été vrai, a toujours été réel. L'amour n'est pas réel quand il est construit sur des secrets et des trahisons. L'amour n'est pas réel quand tu le choisis au détriment d'une autre personne. Il s'est levé du canapé, a essayé de s'approcher. J'ai fait un pas en arrière. Ne me touche pas. Thérèse, s'il te plaît, donne-moi une chance de réparer ça. Laisse-moi réparer. Comment vas-tu réparer 12 ans? Comment vas-tu lui rendre le temps qu'elle a perdu? Comment vas-tu effacer la souffrance qu'elle a endurée? Il n'a pas répondu parce qu'il n'y avait pas de réponse. Je me suis rassise dans le fauteuil. J'ai respiré profondément. Je devais réfléchir. Je devais décider quoi faire maintenant. Hélène m'a raconté comment c'est là-dedans. Elle m'a parlé des injections, des contentions, de l'isolement. Elle m'a parlé de la femme qui est morte le mois dernier de pneumonie parce que personne ne s'est occupé d'elle. Auguste a couvert son visage de ses mains à nouveau. Je vais la sortir de là. Il m'a regardé effrayé. Quoi? Tu m'as entendu. Je vais sortir Hélène de cet endroit. Thérèse, tu ne peux pas. Ma famille, ta famille. Je me fiche de la famille. Je me soucie de ce qui est juste et laisser cette femme là-bas est mal. Mais où va-t-elle rester? Comment vas-tu t'occuper d'elle? Elle a besoin de traitements, de médicaments, de surveillance. Elle va rester ici dans cette maison, avec moi. Le silence qui est tombé a été lourd. Tu es sérieuse? Complètement. Je vais organiser sa sortie. Je vais l'amener ici. Je vais m'occuper d'elle. Il a secoué la tête incrédule. Ta famille ne va pas permettre. Ta mère va. Ma mère ne dirige pas ma vie. Personne ne la dirige. C'est moi qui décide. Et moi? Tu vas me pardonner? Je l'ai regardé. Cet homme qui avait été mon mari, cet homme que j'avais aimé. Pardonner? Je ne sais pas. Peut-être un jour, mais oublier? Jamais. Et te faire confiance à nouveau? Non plus. Il a recommencé à pleurer. Alors c'est ça. C'est fini. Tu vas demander le divorce. Le mot divorce à l'époque était presque imprononçable. Une femme divorcée était une femme marquée, une femme rejetée par la société. Je ne sais pas encore, j'ai besoin de réfléchir. Mais une chose je sais, je ne peux plus te regarder de la même façon. Je ne peux plus dormir à côté de toi en sachant ce que tu as fait. Je ne peux plus faire semblant que nous sommes un couple heureux quand notre bonheur a été acheté avec sa souffrance. Je me suis levée. Ce soir, tu vas dormir au salon. Demain, je vais commencer à préparer les papiers pour la sortie d'Hélène et tu vas signer tout ce qui doit être signé. Sans te plaindre, sans questionner. C'est le minimum que tu puisses faire. Il a hoché la tête, vaincu. Je suis allée dans la chambre, j'ai fermé la porte, j'ai appuyé une chaise contre elle. Je ne voulais pas qu'il entre pendant la nuit. Je me suis allongée sur le lit, ce lit où j'avais dormi avec lui pendant 10 ans, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour Hélène, j'ai pleuré pour moi, j'ai pleuré pour le mariage qui était fini. J'ai pleuré pour l'innocence que j'avais perdue. Mais au milieu des larmes, j'ai pris une décision. J'allais réparer ça. J'allais faire ce qu'Auguste n'avait pas eu le courage de faire. J'allais sauver Hélène, même si ça signifiait détruire ma propre vie dans le processus. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. Auguste était sur le canapé, encore endormi. Il y avait une couverture fine sur lui. Il avait dû la prendre pendant la nuit. J'ai fait du café. Je l'ai bu seul dans la cuisine.
Quand il s'est réveillé et est venu à la cuisine, j'ai posé une tasse devant lui, sans rien dire. Il l'a bu en silence. « Aujourd'hui, tu viens avec moi à Rennes. Nous allons parler à l'administration de l'hôpital. » Il a hoché la tête. Nous avons pris le car de 8 heures du matin. Voyage de 2 heures et demie de silence embarrassant. Je me suis assise côté fenêtre, loin de lui. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, il était presque 11 heures. Nous sommes allés directement à l'administration. Un petit bureau au rez-de-chaussée avec un bureau couvert de papier et une dame avec des lunettes épaisses assise derrière. « Bonjour, nous venons demander la sortie de la patiente, Hélène Forestier-Martin. » La dame nous a regardés par-dessus ses lunettes. « La sortie, vous êtes de la famille ?» Lui, oui. J'ai montré Auguste. C'est son frère, son seul parent vivant. Elle a pris un dossier, a commencé à feuilleter. Hélène Forestier-Martin, internée depuis 1960, oh là là, ça fait longtemps. Et pendant toutes ces années, il n'y a jamais eu de demande de sortie. Eh bien maintenant, il y en a une. Nous voulons la sortir d'ici. Elle a enlevé ses lunettes, les a nettoyées, les a remises. Vous comprenez que la patiente a besoin de soins spéciaux, n'est-ce pas? Elle a un historique de crise, de délire, elle prend des médicaments contrôlés. Ce n'est pas simplement signer un papier et l'emmener. Je comprends, et je suis prête à assumer cette responsabilité. Vous êtes infirmière? Vous avez une formation médicale? Non, mais j'ai de la détermination et j'ai de l'amour, ce qui est plus que ce qu'elle a eu ici ces 12 dernières années. La femme a fait une grimace. Écoutez, madame, nous faisons de notre mieux avec les moyens que nous avons. Ce n'est pas facile de s'occuper de patients psychiatriques. Ça demande une structure, du personnel formé, ça demande de l'humanité, et d'après ce que j'ai vu, ça n'existe pas ici. Elle est devenue rouge. Si vous n'êtes pas satisfaite de nos services, vous êtes libre d'emmener la patiente. Mais il faudra la signature du responsable légal, l'ordonnance médicale des médicaments qu'elle prend et une déclaration que vous assumez toute responsabilité pour ce qui lui arrivera après. Où est-ce que je signe? Elle a soufflé, pris des papiers, les a jetés devant nous. Nous avons mis 1 heure à tout remplir. Auguste a signé où il fallait. J'ai signé comme responsable secondaire. La femme a tamponné, enregistré, gardé une copie. Vous pouvez venir la chercher demain. Je vais préparer les documents et l'ordonnance des médicaments. Pourquoi pas aujourd'hui? Parce qu'il y a une procédure. Demain. Nous sommes sortis de là. Sur le chemin du retour vers la gare routière, Auguste a finalement parlé. Merci. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, j'y suis retournée. Cette fois seule, j'ai dit à Auguste que je n'avais pas besoin de lui. J'ai pris le car tôt le matin. Quand je suis arrivée à l'hôpital, à midi, Hélène attendait déjà à la réception. Elle portait de vieux vêtements, trop grands pour elle, une jupe grise et un chemisier blanc jauni. Elle avait un petit sac en tissu avec ses affaires, les cheveux peignés, mais encore emmêlés. Quand elle m'a vue, elle est restée figée, comme si elle n'y croyait pas. « Vous êtes revenu ?» J'avais dit que je reviendrais. Ses yeux se sont remplis de larmes. Personne n'est jamais revenu avant. J'ai pris sa main. « Allons à la maison. » Nous avons signé les derniers papiers. J'ai pris son petit sac. On me l'a donné. Avec, il y avait une enveloppe avec des ordonnances médicales. Et puis simplement, nous sommes sortis. Nous avons traversé ce portail qu'il avait emprisonné pendant 12 ans. Elle a posé le pied sur le trottoir et s'est arrêtée. Elle a regardé le ciel, le soleil, les arbres, comme si elle voyait pour la première fois. C'est tellement, tellement lumineux dehors. Nous avons pris le car. Elle s'est assise à côté de moi, accrochée à ma main, tremblant, regardant tout par la fenêtre, les yeux écarquillés. Pendant tout le voyage, elle n'a pas lâché ma main une seule fois. Quand nous sommes arrivés dans ma ville, il faisait déjà nuit. Nous avons marché de la gare routière jusqu'à ma maison, 10 minutes à pied. Quand nous sommes entrés, Auguste était là dans le salon à attendre. Hélène s'est arrêtée à la porte quand elle l'a vu. Les deux sont restés à se regarder. 12 ans de distance, 12 ans d'abandon, 12 ans de silence brisé seulement par 3 sonneries de téléphone tous les jeudis. Et puis Hélène a commencé à pleurer. Des pleurs forts, désespérés. Auguste a fait un pas en avant, un autre, encore un autre,
et il a serré sa sœur dans ses bras pour la première fois en 12 ans. Ils sont restés enlacés là à la porte du salon pendant combien de temps? Je ne saurais dire. Ça aurait pu être 1 minute, ça aurait pu être 10. Le temps s'est arrêté à ce moment-là. Hélène pleurait sur l'épaule de son frère. Auguste pleurait aussi, la main tremblant dans son dos, répétant tout bas « Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi ». Je suis restée là debout, observant une partie de moi. Je voulais ressentir quelque chose, de la colère, de la tristesse, du soulagement. Mais ce que je ressentais, c'était juste une fatigue immense, une fatigue qui allait jusqu'aux os. Quand ils se sont finalement séparés, Hélène tremblait. Ses jambes flageolaient. « Viens, tu as besoin de t'asseoir. » J'ai pris son bras et l'ai conduite jusqu'au canapé. Elle s'est assise lentement, comme si chaque mouvement des années sans liberté fait ça au corps des gens. Il oublie comment fonctionner dans le monde normal. Je suis allée à la cuisine, j'ai pris un verre d'eau, je le lui ai apporté. Elle a tenu le verre à 2 mains, tremblant, et a bu à petites gorgées. Auguste est resté debout à côté, sans savoir quoi faire, où mettre ses mains. Il avait l'air d'un enfant perdu. « Hélène, tu dois avoir faim. Laisse-moi te préparer quelque chose. » Elle a secoué la tête. « Je ne peux pas. Je ne peux pas encore manger. » Mon estomac est fermé. Bien sûr qu'il l'était. Des années à manger cette nourriture horrible d'hôpital. Son corps avait oublié ce qu'était la vraie nourriture. « D'accord. Quand tu voudras, dis-le-moi. » J'ai regardé Auguste. « Tu as préparé la chambre ?» Il a hoché la tête. « Je l'ai préparée. J'ai mis des draps propres. J'ai ouvert la fenêtre pour aérer. J'ai laissé une serviette neuve sur la chaise. Nous avions 3 chambres dans la maison. Une était la nôtre, enfin, la mienne maintenant, parce qu'il continuait à dormir au salon. Une autre était une petite pièce qu'on utilisait comme débarras. Et la 3e était une chambre d'amis qui restait toujours fermée parce que nous ne recevions jamais de visite. J'avais demandé à Auguste de nettoyer cette chambre pour Hélène, d'enlever les cartons, de balayer, de la rendre habitable. « Hélène, viens, laisse-moi te montrer ta chambre. » Elle m'a suivi lentement dans le couloir. Quand j'ai ouvert la porte et qu'elle a vu la chambre, un lit simple avec un couvre-lit fleuri, une petite commode, une chaise, une fenêtre avec un rideau blanc. Elle s'est arrêtée à la porte et a recommencé à pleurer. J'ai une chambre? La question m'a brisé le cœur. Tu en as une. Elle est à toi. Tu peux faire ce que tu veux ici. Personne ne va fermer la porte à clé. Personne ne va t'attacher. Tu es libre. Elle est entrée lentement, comme si elle marchait sur un terrain sacré. Elle s'est assise sur le lit, a passé sa main sur le drap, a regardé la fenêtre. Elle donnait sur le jardin de derrière, on pouvait voir le pommier, les poules qui picorent. Il y a un arbre? Je peux voir un arbre de la fenêtre? Tu peux. Et demain, si tu veux, tu peux aller dans le jardin. Tu peux toucher l'arbre. Tu peux cueillir des pommes, sentir l'herbe sous tes pieds. Tu peux faire tout ce que tu ne pouvais pas faire là-bas. Elle s'est allongée sur le lit, en position fétale, pleurant encore doucement. J'ai pris le couvre-lit, je l'ai couverte. Repose-toi un peu. Tu as eu une longue journée. J'ai fermé la porte, mais je ne l'ai pas verrouillée. Plus jamais je ne verrouillerai de porte pour elle. Je suis retournée au salon. Auguste était assis sur le canapé, la tête dans les mains à nouveau. Et maintenant? Je me suis assise dans le fauteuil. Maintenant, on s'occupe d'elle. On l'aide à se réadapter. On lui donne ce dont elle a besoin. Et nous, qu'est-ce qu'on va? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé. Je sais juste que pour l'instant, la priorité, c'est elle. Le reste, on verra après. Il a hoché la tête. Cette nuit-là, aucun de nous n'a bien dormi. Je restais éveillée, écoutant les bruits de la maison, de peur qu'Hélène se réveille effrayée, de peur qu'elle ait une crise. Mais elle a dormi toute la nuit, probablement trop épuisée pour se réveiller. Tôt le matin, quand le soleil a commencé à entrer par la fenêtre de la cuisine, j'ai commencé à faire le café. L'odeur a dû la réveiller, parce que quelques minutes plus tard, j'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir. Elle est apparue dans le couloir, pieds nus, avec les mêmes vêtements que la veille. Ses cheveux étaient encore plus en désordre. Elle a regardé autour d'elle, désorientée. « Bonjour.
Tu as bien dormi ?» Elle a mis du temps à répondre, comme si elle traitait la question. J'ai dormi sans piqûre, sans bruit, sans lumière allumée tout le temps. C'était étrange. Étrange bien ou étrange mal? Bien. Je crois que bien. J'ai tiré une chaise pour elle. Assieds-toi ici. Je vais te faire un café au lait et une tartine beurrée. Elle s'est assise et restée à regarder le jardin par la fenêtre de la cuisine. Les poules picorent dehors. Le soleil brillait sur les feuilles du pommier. J'ai posé devant elle une tasse de café au lait bien clair, tiède, et un pain frais avec du beurre que j'étais allé chercher à la boulangerie tôt. Elle a regardé le pain comme si c'était de l'or. Du pain? Du vrai pain. Mange lentement. Ton estomac doit se réhabituer. Elle a pris le pain à 2 mains, a mordu un petit morceau, a mâché lentement, a fermé les yeux. Des larmes ont commencé à couler. J'avais oublié le goût. Je suis restée à côté d'elle pendant qu'elle mangeait. Ça lui a pris presque une demi-heure pour terminer ce petit morceau de pain, mais elle l'a terminé et elle a bu le café aussi, à gorgées minuscules. Les premiers jours ont été difficiles. Hélène se réveillait au milieu de la nuit en criant, pensant qu'elle était encore à l'hôpital. Je courais dans sa chambre, j'allumais la lumière, je tenais sa main et je répétais « Tu es à la maison, tu es en sécurité, personne ne va te faire de mal ». Elle avait du mal avec les choses simples. Elle ne savait pas comment utiliser la douche correctement. À l'hôpital, c'était cette douche collective rapide, glacée. Quand je lui ai montré comment régler la température de l'eau, elle est restée sous la douche tiède pendant 40 minutes, juste à sentir l'eau couler. Elle avait peur de sortir du jardin. Quand j'ai suggéré qu'on aille faire un tour sur la place, elle a paniqué. Elle a dit qu'il y avait trop de gens, trop de bruit, qu'elle n'arrivait pas à respirer. Nous sommes rentrés à la maison en courant. La nuit, elle n'arrivait pas à dormir dans le noir. J'ai dû laisser une lumière faible allumée dans le couloir, avec la porte de sa chambre entr'ouverte. Les médicaments qu'elle prenait étaient forts, 3 types différents, 3 fois par jour. Il la rendait un peu dans les vapes, lente. J'ai commencé à faire des recherches, j'ai parlé au médecin de la ville, je lui ai montré les ordonnances. Il a froncé les sourcils, a dit que c'était un dosage très élevé, qu'avec un suivi adéquat, on pourrait peut-être réduire. J'ai commencé à emmener Hélène à des consultations chez lui toutes les semaines. Doucement, très doucement, il a réduit les médicaments et elle s'est réveillée, littéralement. Ses yeux sont devenus plus vifs, ses réponses plus rapides, son corps moins mou. Ma mère a découvert, bien sûr. Les nouvelles dans une petite ville se répandent comme le feu dans l'herbe sèche. Elle est apparue chez moi 2 semaines après, furieuse. « Thérèse, qu'est-ce que tu crois faire? Tu as amené cette femme dans ta maison? Cette femme a un nom. C'est Hélène, et c'est la sœur d'Auguste. Je me fiche de ce qu'elle est. Tu ne peux pas avoir une folle qui habite ici. Qu'est-ce que le voisinage va penser? Qu'est-ce que la famille va dire? Je me fiche du voisinage, et si la famille a un problème, c'est leur problème, pas le mien. Ma mère est devenue violette de rage. Tu vas le regretter. Cette femme va te donner du travail, va te faire honte, va ruiner ta réputation. Eh bien, qu'elle la ruine. Je préfère avoir une réputation ruinée et une conscience tranquille que l'inverse. Elle est sortie en claquant la porte. Elle ne m'a pas parlé pendant 2 mois. Ma sœur s'est éloignée aussi. Les voisines ont commencé à faire des commérages. Certaines ont arrêté de me saluer dans la rue, d'autres faisaient des grimaces quand elles voyaient Hélène dans le jardin. Mais je m'en fichais. Pour la première fois de ma vie, je faisais quelque chose qui comptait vraiment. Quelque chose de plus grand que les apparences, de plus grand que ce que les autres allaient penser. Avec le temps qui passait, Hélène s'est améliorée. Elle a commencé à parler plus, à sourire de temps en temps, à aider aux tâches ménagères. Elle faisait la vaisselle, balayait le sol, arrosait les plantes. J'ai découvert qu'elle aimait la couture. Avant d'être internée, elle faisait du crochet. Je lui ai acheté du fil et une aiguille. Au début, ses mains tremblaient trop. Elle n'y arrivait pas. Mais elle s'est entraînée, jusqu'à ce qu'un jour, elle me montre un petit carré de crochet parfait, toute fière. Je me suis souvenue. Mes doigts se sont souvenus. J'ai commencé à lui commander du crochet à faire, des napperons, des serviettes, des chemins de table.
Je les vendais à quelques connaissances, je lui donnais l'argent. C'était peu, mais c'était à elle. Le premier argent qu'elle gagnait en 12 ans. Auguste. Auguste essayait d'aider. Il parlait avec Hélène tous les soirs quand il rentrait du travail. Il demandait comment avait été sa journée. Il apportait des petits cadeaux, un bonbon, un vieux magazine, une fleur qu'il avait trouvée en chemin. Mais la relation entre nous deux restait froide. On se parlait à peine. Il dormait au salon, je dormais dans ma chambre. Nous étions deux étrangers, partageant le même toit. Jusqu'à ce qu'un soir, 3 mois après l'arrivée d'Hélène, il m'appelle pour discuter. Hélène était déjà allée se coucher. J'étais dans la cuisine, en train de faire la vaisselle du dîner. Il est apparu à la porte. « Thérèse, j'ai besoin de te parler. » J'ai séché mes mains sur le torchon. Je me suis retournée vers lui. « Parle. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que tu ne m'as pas pardonné. Je sais que peut-être tu ne me pardonneras jamais. Mais j'ai besoin que tu saches que je regrette tous les jours, à chaque heure. Je regarde Hélène. Je la vois aller mieux. Je la vois sourire. Et je pense aux 12 ans que je lui ai volés, et je me déteste pour ça. » Il avait les larmes aux yeux. « Tu as fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Tu as choisi ce qui était juste même quand c'était difficile, même quand tout le monde t'a critiqué, même quand ta propre famille t'a rejeté. Et je ne peux que t'admirer pour ça, et me détester encore plus d'avoir été si lâche. Je suis restée en silence un moment, puis j'ai parlé. Tu sais ce que j'ai appris ces 3 derniers mois ? » Il a secoué la tête. J'ai appris que l'amour n'est pas ce sentiment romantique qu'on voit dans les films. L'amour, ce n'est pas des fleurs et des poèmes et des promesses. L'amour, c'est un choix. C'est se réveiller tous les jours et choisir de faire ce qui est juste pour la personne. Même quand c'est difficile, même quand c'est fatigant, même quand personne ne t'applaudit pour ça. Je l'ai regardé dans les yeux. Pendant 10 ans, tu m'as dit que tu m'aimais. Mais le vrai amour ne cache pas. Le vrai amour ne ment pas. Le vrai amour ne sacrifie pas une personne pour en favoriser une autre. Alors non, Auguste, tu ne m'aimais pas. Tu m'aimais bien. Tu voulais être avec moi. Mais aimer c'est autre chose. Il a baissé la tête. Et toi, tu m'aimes ? J'ai respiré profondément. J'aimais, au passé. L'homme que j'aimais n'existe pas, parce que l'homme que j'aimais n'a jamais vraiment existé. C'était une illusion, un mensonge que nous avons tous les deux construit. J'ai construit le mari parfait dans ma tête, et tu l'as laissé faire parce que c'était pratique. Alors c'est fini ? C'est ça ? Je ne sais pas. J'essaye encore de décider. Une partie de moi veut que tu t'en ailles, ne plus jamais voir ta figure. Mais une autre partie te voit essayer de réparer, te voit avec Hélène, te voit sincèrement repentant. Et cette partie a pitié de toi. Il m'a regardé avec de l'espoir dans les yeux. Mais la pitié n'est pas de l'amour, Auguste. La pitié ne reconstruit pas la confiance. L'espoir est mort. Alors qu'est-ce que je fais ? Comment je répare ça ? Je ne sais pas si tu peux réparer. Certaines choses, quand elles cassent, ne se recollent pas. Mais si tu veux essayer, arrête de le faire pour moi. Arrête de le faire par culpabilité. Fais-le pour toi. Fais-le parce que c'est juste. Sois l'homme que tu aurais dû être il y a 12 ans. Pas pour moi, pour toi. Il est resté là debout encore un moment, puis il a hoché la tête et est sorti de la cuisine. Les mois ont passé. Hélène a continué à s'améliorer. 6 mois après être sortie de l'hôpital, elle arrivait déjà à sortir dans la rue sans avoir de crise de panique. Elle venait avec moi au marché, à la messe, sur la place. Les gens regardaient encore, chuchotaient encore, mais elle a appris à ignorer. Et moi aussi. 1 an après, elle a rencontré Monsieur Valentin, un veuf de 50 ans et quelques, qui avait une petite mercerie dans la rue du marché. Il a commandé des napperons au crochet, est venu les chercher chez moi, a vu Hélène, a discuté avec elle, a commencé à apparaître plus souvent, toujours avec une excuse quelconque. Il avait besoin de plus de crochets. Il venait rendre un plat, il venait demander une recette. Jusqu'à ce qu'un jour, il rassemble son courage et l'invite à prendre une glace sur la place. Elle a eu très peur, m'a demandé de venir avec elle. J'y suis allée. Je me suis assise à une table de l'autre côté, loin,
mais assez proches pour qu'elle se sente en sécurité. Je les ai vus discuter. Je l'ai vue la faire rire. Je l'ai vue pour la première fois depuis si longtemps, sembler normale, sembler une femme de 30 ans et quelques en train de prendre une glace avec un prétendant. Pas une ancienne internée d'asile. Pas une folle, juste une femme. 2 ans après qu'Hélène soit sortie de l'hôpital, elle a épousé Valentin. C'était un petit mariage, simple, à l'église de la ville. Elle portait une robe blanche que nous avions achetée dans une boutique d'occasion et qu'elle avait elle-même ajustée. Elle était magnifique. J'ai été sa témoin. Auguste aussi. À la fête simple chez Valentin, Hélène m'a tirée à part. Je n'arriverai jamais à te remercier assez. Tu n'as pas besoin de me remercier. Si. Tu m'as sauvée. Tu m'as rendu la vie. Tu m'as montré que je n'étais pas un monstre, que je méritais d'être aimée, que je méritais d'être heureuse. Elle m'a serrée dans ses bras. Tu es la sœur que je n'ai jamais eue. Et moi, en pleurant, j'ai dit « Et toi, tu es la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie. » Parce que c'était vrai. Hélène m'avait appris plus sur l'amour, sur le courage, sur le fait de choisir ce qui est juste que n'importe qui d'autre. Auguste et moi, on n'est jamais redevenus ce qu'on était. On a essayé un temps, mais la fissure était trop profonde. 5 ans après qu'Hélène soit sortie de l'hôpital, on s'est séparés. Ça a été à l'amiable, sans dispute, sans cri. On a simplement reconnu que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Il est allé habiter dans une autre ville. Il a continué à envoyer de l'argent. Il a continué à rendre visite à Hélène tous les jeudis, plus par téléphone, mais en personne. Il est devenu un vrai frère pour elle. Mieux vaut tard que jamais. Je suis restée dans la maison seule, mais pas solitaire. Hélène et Valentin habitaient près. On déjeunait ensemble tous les dimanches. Elle a eu 2 enfants, un garçon et une fille. Ils m'ont fait marraine des 2. Ma mère, des années plus tard, avant de mourir, m'a demandé pardon. Elle a dit que j'avais fait ce qui était juste, qu'elle avait eu peur de ce qui était différent, mais qu'elle avait vu, avec le temps, qu'Hélène n'était qu'une personne qui avait besoin d'aide et que j'avais été courageuse. Aujourd'hui, à 75 ans, je regarde en arrière et je pense « Ce téléphone qui sonnait 3 fois tous les jeudis a été la pire et la meilleure chose qui me soit arrivée. La pire parce qu'il a détruit mon mariage, détruit mes illusions, m'a montré que l'homme que j'aimais n'était pas celui que je croyais. Mais la meilleure parce qu'il m'a montré qui j'étais vraiment. Il m'a montré que j'étais plus forte que je ne l'imaginais, plus courageuse, plus capable d'aimer vraiment. Hélène est morte il y a 3 ans. Elle a vécu jusqu'à 68 ans. Elle a eu une bonne vie, une vie heureuse, une vie avec de l'amour, de la dignité, de la liberté. À l'enterrement, j'ai retrouvé Auguste. Il était vieux, voûté, les cheveux tout blancs. Nous avons pleuré ensemble, et il m'a dit « Merci d'avoir fait ce que je n'ai pas fait. Merci de l'avoir sauvé. Merci d'être meilleur que moi. » J'ai dit « Elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle avait juste besoin d'être aimée. » Et c'est ça que je veux que vous compreniez, mes chéris. La famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, c'est un choix. C'est se réveiller tous les jours et choisir de rester, choisir de prendre soin, choisir d'aimer. Ce téléphone m'a glacé quand j'ai répondu, mais il m'a réchauffé d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Il m'a appris que le véritable amour n'est pas facile. Il n'est pas pratique, il n'est pas parfait, mais il est réel. Et il vaut chaque larme, chaque nuit sans dormir, chaque regard de travers du voisinage. Parce qu'à la fin, quand on regarde en arrière, ce ne sont pas les jours faciles qui nous définissent. Ce sont les jours difficiles. Ce sont les choix que nous faisons quand personne ne regarde. Ce sont les fois où nous choisissons ce qui est juste, même quand ce qui est mal était plus confortable. Et j'ai choisi ce qui était juste et je ne l'ai jamais regretté. Pas une seconde. Avant de terminer, mes chéris, je voudrais vous demander quelque chose. Si cette histoire a touché votre cœur d'une façon ou d'une autre, si vous avez ressenti quelque chose, que ce soit de la tristesse, de la colère, de l'espoir, laissez votre like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne parce que chaque like, chaque abonnement me montre que ces histoires comptent. Que ces leçons de vie ne se sont pas perdues, qu'il existe encore des gens qui croient que le vrai amour c'est des choix difficiles, pas des fins heureuses de films.
Et dites-moi dans les commentaires, auriez-vous fait ce que j'ai fait? Auriez-vous eu le courage de choisir ce qui est juste, même en perdant tout? Ou avez-vous déjà vécu une situation semblable dans votre vie? Je lis tous les commentaires, vous savez, tous vraiment.